Bonjour, merci à vous d'être venu et je remercie Gérard de m'avoir invité. Comme Gérard l'a déjà dit, les astronomes ont comme terrain de jeu l'univers tout entier, mais l'univers c'est très loin, c'est très grand et c'est très compliqué de faire des manips dessus. L'astronomie c'est une science qui est un peu passive, qui est aussi fondée sur un émerveillement des objets magnifiques qu'on voit dans l'univers. Le temps en plus astronomique et pas du tout le temps humain. Et donc, en fait, la vision des astronomes est souvent une vision un peu statique. Dans ce cadre, l'ordinateur joue un rôle très important pour permettre justement d'animer cet univers et de lui donner du sens. Donc l'astrophysicien, lui, c'est la branche de l'astronomie qui cherche à donner du sens à ce qu'on voit. Donc ce sont des physiciens qui résolvent des équations très complexes. Et ces équations sont des équations très non linéaires. À savoir, on peut, avec une craie et un tableau noir, aller assez loin, mais très vite on est limité et on a recours aux ordinateurs pour résoudre ces équations très complexes. Donc c'est dans ce cadre, c'est un cadre très fondé sur le calcul scientifique et notamment sur le calcul haute performance, que je vais vous présenter un peu ce qui se fait en ce moment pour essayer de simuler l'univers. Donc quand je dis simuler l'univers, je dis, j'ai pas peur, je dis simuler l'univers tout entier. Donc c'est la première partie de mon exposé. Est-ce qu'on peut simuler l'univers tout entier, en tout cas l'univers observable tout entier? Et donc il y a une activité qui s'appelle la cosmologie, dont l'objectif est justement d'essayer de simuler l'univers tout entier et les propriétés de l'univers global. Ensuite, on va s'intéresser aux constituants fondamentaux de cet univers, qui sont les galaxies, notamment la nôtre, la Voie lactée. Et donc on va essayer de comprendre les propriétés de ces galaxies par le biais de ces grosses simulations numériques. Et enfin, les galaxies sont constituées d'étoiles, et un des grands mystères encore de l'astronomie, c'est d'où viennent les étoiles, comment elles se forment. Et là encore, les simulations numériques jouent un rôle important. Donc je vais passer à travers toutes ces échelles spatiales et temporelles, avec à chaque fois l'ordinateur comme guide. Donc pour vous dresser un peu un panorama, je dirais, chronologique, notre vision de l'univers est basée sur un modèle qui s'appelle le modèle du Big Bang. Donc l'idée de ce modèle, c'est qu'au départ, il y a le Big Bang, qui est donc ce terme un peu ironique, consistant à dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Des fluctuations primordiales, dont on va avoir une photo dans un moment, sont apparues, probablement par des fluctuations quantiques, et l'inflation, l'expansion de l'univers accélérée, a projeté ces fluctuations primordiales à des échelles cosmiques. Et il se trouve qu'il y a une époque importante, qui est l'époque de recombinaison, qui est la première image qu'on a de l'univers. Donc les astronomes ont une image de l'univers, je vais la montrer tout de suite d'ailleurs. Ça, c'est la photo de tout le ciel, en rayonnement en micro-ondes, prise par le satellite européen Planck, et c'est une photo de l'univers lorsqu'il a 400 000 ans, donc il est relativement jeune. Et c'est la première image la plus lointaine qu'on a de l'univers, et en fait, cette image, c'est fondamental parce que ce sont nos conditions initiales pour nos calculs scientifiques. Donc un peu comme les météorologues mesurent la pression, la température dans des stations météo, nous, on a notre première mesure de l'état de l'univers lorsqu'il a 400 000 ans. Et l'objectif ambitieux qu'on a, c'est, avec les lois de la physique, essentiellement la gravité, partir de cet état initial et dérouler le film jusqu'à aujourd'hui et tout expliquer. Voilà. C'est expliquer la distribution des galaxies dans l'espace, leurs propriétés et la formation des étoiles à l'intérieur. Donc ce film, le voilà. Donc le temps se découle de gauche à droite. Et donc la première grande étape, c'est la formation des premières étoiles et la fin des âges sombres, où là il ne se passe rien, c'est juste la gravité qui est tapie dans l'ombre et qui fait son œuvre. Les premières étoiles à peu près à 1,5 milliard d'années. Ensuite, les galaxies se forment, d'abord des petites galaxies, puis des galaxies de plus en plus grosses, jusqu'à aujourd'hui, la Voie lactée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc la mesure de l'état initial de l'univers est extrêmement précise. Donc ça, c'est pour vous donner une idée quantitative de cette mesure. Vous avez ici la fonction de corrélation angulaire de ces fluctuations de densité, donc c'est l'autocorrélation. À la rigueur, c'est pas très important de savoir ce que ça signifie. Les points bleus, c'est la mesure sur cette image prise par le satellite Planck en fonction de l'échelle angulaire. Et le trait rouge, c'est le modèle théorique qui permet d'expliquer cette mesure. Et donc vous voyez que l'accord est absolument prodigieux. Et donc cet accord est obtenu dans le cadre de ce modèle qu'on appelle le modèle lambda-CDM, qui stipule que notre univers est constitué de à peu près un tiers de matière noire. Un tout petit bout jaune ici, à peu près 4%, c'est la matière ordinaire, les atomes dont on est constitué. La matière noire, c'est une matière inconnue, dont on a besoin pour le modèle.
mais qui n'a toujours pas été détecté dans les laboratoires, qui est juste détecté de façon indirecte par les astronomes. Et surtout, encore plus intéressant, tout le reste de l'énergie dans le cadre de ce modèle est sous forme d'une énergie noire qui n'a là aussi pas été détectée. Alors là, en plus, on ne sait même pas ce que c'est. Donc vous voyez que le modèle marche très bien, mais il y a quand même deux éléments qui manquent, dont on a la manifestation indirecte, mais dont on n'a toujours pas ni la preuve de l'existence, ni une compréhension en ce qui concerne l'énergie noire. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on part de ces conditions initiales, on discrétise les équations du mouvement, on prend des petites particules qui représentent des petites portions de l'univers, et on laisse évoluer. Et donc là, je vous montre un film qui part justement de ces fluctuations primordiales que vous voyez là. Alors on zoome sur une région de l'univers, et après vous allez voir le film de cet univers en formation uniquement à partir de ces fluctuations primordiales et l'effet de la gravité. Donc vous voyez la matière qui se concentre en filaments, avec des régions plus noires qui sont des vides, là où il y a moins de matière, et les régions qui sont jaunes puis rouges, ce sont des halos de matière noire, là où la matière se concentre. Donc vous voyez cette structure très particulière qu'on appelle la toile d'araignée cosmique, qui relie en fait les halos entre eux. Et vous voyez que ces halos grossissent de plus en plus par accrétion d'autres halos plus petits. La taille de l'image ici, c'est à peu près 300 millions d'années-lumière. Donc la Voie lactée, on va zoomer d'ailleurs sur la Voie lactée plus tard, c'est un tout petit point blanc dans cette image. Donc vous avez ici la distribution de l'univers à très grande échelle, et l'univers en fait se répète quasiment à l'infini, en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse plus l'observer, avec cette texture très particulière qui est juste le résultat de ces conditions initiales que l'on mesure et de l'évolution d'un fluide sous l'effet de la gravité. Donc là, le film est arrêté. Maintenant, on va zoomer sur un halo de matière noire en particulier. Donc, vous voyez que ce sont des halos quasi sphériques, où la matière noire s'est accumulée. Et au sein de ces halos, c'est là que les galaxies se forment. Donc là, on va prendre un halo en particulier qui est identique, ou quasiment identique, à notre propre halo dans la Voie lactée. Donc vous voyez, ça c'est notre halo, avec une grosse boule qui correspond à au halo de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est un tout petit disque au centre, on va voir ça tout à l'heure. Et autour, vous avez toutes ces structures de halos satellites qui contient aussi des galaxies satellites. Donc là, vous avez une description qui est uniquement le résultat d'une simulation. Une simulation, on aime bien utiliser le terme ab initio, c'est-à-dire qu'on part de conditions initiales très très précises, et on déroule la physique, une physique relativement simple, et on obtient une description très précise de notre environnement direct dans un cadre qu'on appelle un cadre cosmologique. Alors, est-ce que ça marche quantitativement, cette évolution temporelle depuis l'univers jeune jusqu'à aujourd'hui? Donc voilà en fait une comparaison entre, en bleu, un relevé de galaxies fait par des astronomes, où chaque point c'est une galaxie. Donc nous, on est ici au centre, et plus vous vous éloignez, plus vous allez loin dans l'univers. Et vous voyez cette structure très particulière en filament, avec les galaxies qui s'organisent dans l'espace de cette façon très particulière. Et voilà la prédiction d'une simulation dans laquelle on a assigné de façon un peu naïve une galaxie à l'intérieur de chaque halo, et on obtient la même structure, la même texture que les observations. Donc le modèle lambda CDM permet d'expliquer de façon très précise la distribution des galaxies dans l'univers. Le problème, c'est qu'il repose sur deux inconnus majeurs. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Alors pour faire un petit historique de ces simulations, donc depuis les années 70, vous avez ici un graphe qui montre en fonction de l'année le nombre de particules utilisées pour faire ces simulations. Donc on est parti de 300 en les années 70, et aujourd'hui on est à 1 trilliard de particules. Il y a un test qui a été fait aujourd'hui avec 8 trilliards cette année, avec 8 trilliards de particules. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque couleur correspond à un type de code différent, avec des améliorations algorithmiques sensibles, ce qui fait que cette loi ici exponentielle n'est pas la loi de Moore, elle est beaucoup plus rapide que la loi de Moore. La loi de Moore serait plutôt une courbe comme ça. Et donc c'est parce qu'on améliore nos algorithmes, et aussi parce que les machines, notamment les supercalculateurs, ont des architectures qui évoluent aussi très fortement. Par exemple, aujourd'hui, ce sont les cartes graphiques, les GPU, qui permettent d'avoir les meilleures performances, alors que dans les années 2010, c'était les calculs massivement parallèles, les supercalculateurs massivement parallèles, et ici, à l'époque, c'était des calculateurs très, très primitifs et des simulations aussi basées sur des algorithmes très primitifs. Alors, quel est l'enjeu aujourd'hui de ces simulations de tout l'univers? L'enjeu, c'est la très haute précision. Donc, ce sont des simulations qui sont gigantesques. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une statistique et d'une précision énorme.
Et donc vous avez ici un graphe un peu technique qui montre 3 codes de simulation différents, et on compare leurs résultats, qui sont d'ailleurs la même quantité que j'ai montré tout à l'heure, l'autocorrélation. Donc on calcule la différence entre 2 codes divisé par le résultat d'un des codes. Et le code de référence ici, c'est le code bleu, donc Ramsès, c'est mon code, j'ai pris ça parce que voilà, c'est mon a priori. Mais a priori, on ne sait pas quel code a raison. C'est ça le problème. C'est que ce sont des calculs non linéaires, et on ne connaît pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est un de ces 3 codes, ou c'est même aucun de ces 3 codes. Mais en comparant ces codes l'un à l'autre, en comparant les résultats numériques l'un à l'autre, on a une idée, une sorte de barre d'erreur théorique sur ces calculs. Et donc, nos collègues astronomes nous disent que si on arrive à faire baisser ces barres d'erreur dans la région grisée, là, qui est à peu près de 1%, alors on pourra peut-être mesurer avec tellement de précision la distribution des galaxies dans l'espace qu'on pourra comprendre l'origine de l'énergie noire en mesurant ces paramètres avec une précision qui va pouvoir sélectionner les modèles un peu farfelus que les théoriciens nous ont proposés. Donc là, il y a un enjeu quantitatif extrêmement important, qui est que ces simulations doivent toutes être d'accord les unes avec les autres à l'intérieur de cette zone grise qui est de 1%. Et là, on pourra peut-être accéder, grâce aux observations, à une nouvelle physique. Donc là, c'est très excitant, puisque là, la simulation n'est pas juste un rôle, je dirais, de description de l'univers, mais ça joue un rôle dans l'extraction d'une quantité fondamentale, de physique fondamentale, qui est l'énergie noire. Alors maintenant, donc, je vais passer aux constituants fondamentaux de ces halos, que sont les galaxies. Donc là, vous avez une image très spectaculaire prise par le satellite Hubble, où globalement, l'idée, c'était de pointer le satellite Hubble là où il n'y avait rien de connu jusqu'à maintenant. Donc on a pris la région la plus noire de l'espace, là où il n'y avait absolument aucune pollution par aucun objet astronomique connu à l'époque, et on a demandé à Hubble d'observer ça pendant très longtemps, et voilà ce qu'il a trouvé. Il a trouvé des milliers et des milliers de galaxies, qui sont donc tous ces points-là que vous voyez, ce sont des galaxies, à part ça qui est une étoile qui était sur le champ, qui remplissent l'univers avec des galaxies très lointaines, qui sont en général les petits points rouges, et des galaxies proches dont on voit quasiment les formes sur l'image. Donc l'univers est rempli de galaxies avec des formes, des couleurs très différentes. Donc on a vu comment ces galaxies étaient distribuées dans l'espace. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi elles ont toutes ces formes, toutes ces couleurs, toute cette variété morphologique dans cette image du satellite Hubble. Alors plus près de nous, il y a une galaxie très célèbre, qui est la galaxie d'Andromède, qui d'ailleurs est une galaxie qui va nous rentrer dedans dans quelques milliards d'années. Donc dans quelques milliards d'années, préparez-vous à une collision entre la Voie lactée et Andromède. A priori, il ne se passera rien pour nous. Si on est vraiment malchanceux, la Terre sera éjectée de l'orbite du Soleil, mais il y a vraiment peu de chance. Par contre, le ciel va complètement changer, donc ça va être intéressant. Et la collision va durer à peu près une cinquantaine de millions d'années. Donc en 50 millions d'années, on verra le ciel changer. Bon, alors, pas nous, mais probablement d'autres, on espère. Donc cette galaxie d'Andromède, vous voyez, a une structure spirale, avec du gaz, avec plein d'étoiles, avec des amas globulaires. Et cette structure magnifique, on voudrait l'expliquer dans le cadre du même modèle, qui est ce modèle qui est très efficace à expliquer la distribution à grande échelle des galaxies. Alors vous allez voir que c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Donc voilà le halo qu'on avait atteint tout à l'heure. Et maintenant, on va enlever la matière noire et on va montrer maintenant le gaz. Donc ça, c'est le gaz. Donc c'est la matière ordinaire, c'est les atomes. Et qui se distribue donc dans ce halo de matière noire avec une structure très complexe. Donc vous avez le disque galactique au sein duquel se forment les étoiles. Donc ça, c'est la Voie lactée, c'est un disque. Et cette simulation, c'est vraiment la même simulation qu'avant, dans laquelle on a rajouté les équations de la mécanique des fluides. Donc c'est les mêmes équations que nos amis météorologues. Et là encore, en laissant faire. Donc là, maintenant, on voit les étoiles dans cette simulation. Et donc vous voyez, on a une magnifique galaxie spirale avec des galaxies satellites, avec quelque chose qui ressemble à la Voie lactée. Alors, il y a un petit problème, c'est que les quantités prédites par ces simulations sont complètement fausses par rapport aux quantités réelles. Donc même si ça a l'air d'être pas trop mal, avec qualitativement un disque, des étoiles qui s'organisent en structure spirale, quantitativement, on est à peu près un facteur 10 d'écart avec les observations. Donc maintenant, le film de la formation de cette Voie lactée, donc là je représente les étoiles, donc là on voit plus la matière noire, là on voit la lumière visible. Et donc vous voyez ces petites galaxies qui tournent les unes autour des autres, qui sont accrétées par la galaxie massive au centre, et vous voyez le disque qui se forme petit à petit, qui grossit, avec donc là une vision très dynamique de la Voie lactée. Et là encore, c'est la gravité et la mécanique des fluides qui expliquent cela. Alors évidemment, il y a
un gros problème, comme j'ai dit, c'est que les galaxies sont belles, qualitativement elles sont correctes, mais quantitativement elles sont complètement fausses. Et c'est probablement lié à un fait que, comme les météorologues, on a besoin de modéliser des phénomènes à petite échelle qui ne sont pas résolus par nos équations, et qu'on appelle des modèles sous-mailles. Notamment, un des points importants de ces modèles, c'est comment est-ce qu'on forme des étoiles. Alors il y a un problème, c'est que ces étoiles se forment à toute petite échelle, bien plus petite que ce que la simulation peut résoudre. Un petit peu comme quand on veut décrire les feuilles des arbres pour calculer l'albédo de la lumière du soleil sur une forêt, on ne peut pas simuler chaque feuille une par une. Donc on est obligé de faire des modèles sous-mailles, et c'est ce qu'on fait ici, et ce sont des modèles très incertains. Et donc c'est là que la prédictabilité de nos simulations est limitée, et on tâtonne un peu dans l'ombre. En revanche, de temps en temps, on a des surprises, et donc ces simulations-là nous ont permis de faire une découverte scientifique, qui sont ces filaments froids, et qu'on n'avait pas vu pour cause, parce que ce sont des filaments très ténus, très difficiles à détecter dans l'émission du gaz, dans les images astronomiques, mais qui sont une prédiction de ces simulations, une prédiction très surprenante, qui ont surpris tout le monde, et qu'en fait le gaz qu'on pensait, qui va former ces disques galactiques, on pensait que cette accrétion était plus ou moins sphérique, un petit peu à l'image des halos de matière noire que vous avez vus tout à l'heure, alors qu'en fait pas du tout, le gaz suit un chemin complètement différent, qui est de d'abord tomber le long de ces filaments, et ensuite de couler le long des filaments, et en coulant, un peu comme deux tuyaux qui se rencontrent, hop, il y a un vortex qui se forme, et c'est ça qui forme le disque galactique. Donc ça, c'était un résultat de ces simulations numériques, et c'était vraiment un changement complètement total de la vision scientifique qu'on avait de la formation de ces galaxies. Alors, un autre exemple d'intérêt de ces simulations, c'est qu'on peut générer des observations astronomiques artificielles. Par exemple, là, on voulait voir si ces filaments froids pouvaient être détectés. Donc, on a calculé une image astronomique dans une quantité astronomique compliquée pour essayer de voir si on peut détecter ces filaments. Et peut-être qu'effectivement, on les a détectés déjà dans ce qu'on appelle les Lamanafa blobs, qui sont ces petits blobs ici dans cette image astronomique très difficile à voir. Donc là, il y a un autre intérêt des simulations, c'est de générer des observations virtuelles qui ensuite peuvent guider les astronomes pour essayer d'extraire des choses très très faibles dont le signal est très difficile à extraire. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la formation des galaxies est un vaste sujet, avec une partie, je dirais, qui est solide, c'est celle qui s'appuie sur la physique à grande échelle de cet univers dans le cadre du modèle du Big Bang, qui est, là encore, qui a beaucoup de succès pour expliquer plein d'observations. Par contre, à l'autre bout des échelles, à petite échelle, on a des modèles sous-mailles qui, eux, au contraire, sont très incertains et qui, malheureusement, affectent énormément les propriétés des galaxies. Et essentiellement, c'est tout ce qui est lié à la physique des étoiles. Alors, par exemple, ici, vous avez une simulation numérique, la même simulation numérique, exactement la même galaxie. Vous voyez les filaments froids, et vous voyez des explosions de gaz qui sont en fait liées aux explosions d'étoiles. Donc, c'est les supernovas, les étoiles qui deviennent des supernovas, qui explosent, et qui explosent de façon collective au sein des galaxies, et qui provoquent ces grandes explosions cosmiques qui s'étalent sur des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière. Et vous avez en fait à gauche et à droite deux modèles différents de la même galaxie, mais avec un modèle sous-maille concernant justement les explosions d'étoiles différents. Donc vous voyez que ici les vents galactiques sont forts au début, puis petit à petit ça se calme parce que la galaxie devient trop grosse, et les explosions, les éjections de gaz deviennent impossibles. Alors qu'à gauche, on a un autre modèle avec un autre paramètre dont je ne préciserai pas la nature, où les explosions sont beaucoup plus violentes et restent actives beaucoup plus tard au sein de cette galaxie-là. Donc c'est une galaxie comme la Voie lactée. Donc vous voyez ici d'ailleurs des paramètres techniques qui sont le nombre de particules à l'intérieur de cette galaxie, 1 million, et la résolution de la maille. Vous voyez d'ailleurs, vous devinez un peu les mailles ici qui sont carrées là sur le film. Et donc les mailles sont à peu près de 160 parsecs, ce qui en unité astronomique signifie à peu près 500 années-lumière. Donc c'est tout petit à l'échelle d'une galaxie, hein. C'est vraiment une très bonne résolution, mais le problème c'est qu'une étoile, elle explose et elle se forme à des échelles inférieures au parsec, donc largement plus petit que ce qu'on arrive à résoudre ici. Donc cette physique sous-maille est critique dans la modélisation des galaxies. Alors quand on regarde effectivement les galaxies observées, on voit cette diversité absolument fabuleuse, avec des galaxies spirales
très structurées, avec un disque, avec un bulbe, ou alors des galaxies elliptiques qui sont des grosses boules pleines d'étoiles sans aucune structure. On a aussi des galaxies barrées. Ici, c'est une galaxie spirale avec pas mal de gaz. Là, on a une galaxie qui explose, un peu comme dans le film que j'ai montré. Donc, c'est une galaxie très célèbre, M82, qui est proche de nous, mais qui a ce qu'on appelle un burst de formation d'étoiles avec une explosion de gaz. Ici, on a des galaxies qui sont en collision. Ici aussi, la galaxie des antennes, c'est le résultat d'une collision de galaxies. Donc, toute cette diversité, en fait, on aimerait pouvoir l'expliquer, comme je l'ai dit, et on a en fait deux outils à notre disposition. On a la cosmologie, la dynamique à grande échelle, les trajectoires de ces galaxies quand elles rentrent en collision. Ça, c'est solide, ça, on comprend ce qu'on fait. Mais on a aussi, à l'autre bout, la physique Soumaï, qui, elle, est beaucoup moins comprise, et qui dépend, en fait, de la physique de la formation des étoiles. Donc, ici, je reprends la même galaxie que je vous ai montrée tout à l'heure, et ça, c'est le résultat final de cette simulation. Et en fait, ici, vous avez, donc, vue de face, vue de profil, la même galaxie, mais dans 6 modèles Soumaï différents. Et vous voyez qu'en fait, la morphologie de la galaxie qu'on obtient change complètement. On passe d'une galaxie spirale très belle, je dois dire, mais malheureusement complètement fausse, comme je l'ai dit, en termes de combien d'étoiles se sont formées, à une galaxie spirale, mais où il y a une barre. Ensuite, on a une galaxie qui commence à devenir un peu épaisse, avec une distribution des étoiles beaucoup plus dispersée. Et puis, le modèle le plus extrême, on a une galaxie elliptique, qui n'a plus aucune forme, et qui représente ce que nous, en astronomie, on appelle les galaxies elliptiques. Donc toutes ces galaxies, elles existent dans la nature, mais le problème, c'est que là, on a pris la même simulation, le même scénario cosmologique, avec exactement le même histoire pour cette galaxie. La seule chose qu'on a changé, c'est la physique Soumaï, c'est la physique de la formation des étoiles, et on a toute une diversité morphologique qui, donc, est un peu inquiétante. Donc, la seule façon d'aller plus loin, eh bien, c'est de descendre en échelle, c'est d'aller chercher des simulations de bien meilleure résolution. Alors ça, c'est un exemple récent d'une simulation de collision de galaxies. Donc vous avez le gaz ici qui est représenté, avec ces explosions cosmiques, là encore. Et là, la différence, c'est que maintenant, on résout beaucoup mieux ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Donc c'est tous ces petits fragments de gaz qui se forment dans une structure très turbulente. Et donc ici, la résolution de cette simulation s'approche de la résolution du parsec, qui est la résolution dont on a besoin pour former les étoiles. Et vous voyez donc une simulation avec toute cette fragmentation qui a lieu à l'intérieur de la galaxie, et donc toute une richesse physique qui était complètement absente de nos modèles à plus basse résolution. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'échelle où vraiment a lieu la formation des étoiles. Alors ce qui est intéressant dans ces simulations, c'est que quand on a une résolution spatiale meilleure, à ce moment-là, il y a des nouveaux phénomènes qui émergent naturellement. Par exemple, ici, le résultat de cette simulation que je vous ai montrée est ici représenté de façon réaliste, un petit peu pour simuler une observation astronomique. Et vous voyez quelque chose de complètement nouveau dans nos simulations, c'est l'apparition de ces petits points blancs partout, qui sont des amas stellaires. Donc on sait qu'ils existent dans les galaxies, mais nos simulations les rataient complètement avant. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas la résolution. Et là, maintenant, on a ce nouveau phénomène qui apparaît dans nos simulations, qui est un phénomène qui est plus proche de la réalité. Et c'est parce qu'on a une taille de maille qui est plus petite que tout d'un coup, il y a une nouvelle physique qui apparaît et qui améliore la prédictabilité de nos simulations. Donc on a espoir, il y a encore beaucoup de travail, mais on a espoir qu'avec ça, on pourra faire des simulations qui maintenant ne dépendent plus des paramètres Soumaï que l'on met, mais qui seront plus robustes dans leur prédiction qu'aujourd'hui. Alors malheureusement, on est encore loin de l'échelle où se forme chaque étoile une par une. Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans le milieu interstellaire, par exemple ici vous avez la nébuleuse d'Orion qui est observée en longueur d'onde infrarouge et submillimétrique. Et c'est une nébuleuse où en fait vous voyez les petits points blancs ici partout. Ce sont des étoiles en formation. Et ce qui est frappant dans cette image, c'est que cette nébuleuse de gaz est extrêmement turbulente. C'est vraiment des filaments, des chocs. Donc c'est une structure hydrodynamique très complexe, typique de ce qu'on appelle sur Terre la turbulence. Et c'est au sein de ce nuage turbulent que les étoiles se forment. Et donc là on change un peu de champ d'investigation. Maintenant, on ne s'intéresse plus à la formation des galaxies, mais on s'intéresse à la formation des étoiles. Et donc là, le modèle qui, a priori, fonctionne, c'est un modèle
sur lequel on a un fluide turbulent. Donc voilà une simulation où on part d'un fluide turbulent. Et la gravité va petit à petit isoler des régions de gaz qui vont s'effondrer sur elles-mêmes, former des petits clumps qui sont en fait des sites de formation d'étoiles, exactement comme on l'a vu dans l'image précédente. Donc en fait, ce scénario, qui est donc le scénario le plus favorisé aujourd'hui pour former les étoiles, s'ancre assez bien dans nos simulations de galaxies, où vous avez pu voir ces explosions violentes qui vont provoquer cette turbulence et la maintenir à un niveau très élevé. Et donc là, et c'est là l'espoir qu'on a dans notre communauté, c'est que là, on est en train de faire le lien entre deux échelles, entre l'échelle des galaxies, où on a, disons, une vision claire de la cosmologie, à part la matière noire et l'énergie noire, mais donc où, a priori, les conditions au bord sont relativement bien définies, avec un modèle mathématique très strict, et l'autre bout qui nous manque, qui est le lien de la formation des étoiles, et qui, d'après donc cette autre communauté, la communauté de la formation des étoiles, est bien décrite par ce modèle de turbulence et autogravité. Et donc si on arrive, et donc c'est ça l'espoir des années à venir, à avoir des calculs suffisamment puissants pour pouvoir joindre ces deux échelles et de façon autoconsistante simuler ce gaz turbulent et voir les étoiles se former avec le bon nombre et avec les bonnes propriétés, à ce moment-là, on a l'espoir de faire une prédiction et d'avoir un modèle consistant. Alors là, je vous montre un peu ce qui se fait de mieux dans le domaine. C'est encore un nuage de gaz interstellaire, mais où cette fois-ci, on a modélisé le rayonnement des étoiles. Vous voyez les étoiles qui se forment de façon donc autocohérente. Le rayonnement ultraviolet de ces étoiles chauffe le gaz. Donc vous voyez apparaître la structure filamentaire. Petit à petit, le gaz va être repoussé par les étoiles, évacué de la zone, et on laisse derrière du gaz chaud avec très très peu de gaz et toutes les étoiles qu'on a ainsi formées. Et donc là, vous voyez en fait la brique de base, c'est vraiment ça, la brique de base dont on a besoin dans nos simulations, à savoir, on forme les étoiles, on étudie leur processus qu'on appelle de feedback, leur processus qui vont ensuite créer ces vents galactiques dont on a besoin pour déterminer les propriétés de nos galaxies. Donc malheureusement, vous avez pu voir que ces simulations sont séparées. On fait d'un côté les simulations galactiques avec des boutons qu'on tourne pour simuler la physique sous-maille, et de l'autre, on fait ces simulations, disons, à l'échelle des amas stellaires, dans lesquelles on modélise avec beaucoup de précision la naissance de chaque étoile et leur influence sur leur environnement direct. Donc vous avez ici à droite une image d'une nébuleuse au sein duquel se forment les étoiles, et ici vous avez une simulation d'un nuage turbulent avec l'effet des étoiles. Voilà, donc j'ai presque fini en fait, un petit peu rapide, mais ça laissera plein de temps pour les questions. Donc voilà ma conclusion. Donc pour résumer un peu ce que j'ai dit, donc l'objectif très ambitieux de simuler l'univers dans son ensemble est en fait faisable grâce à la qualité exceptionnelle qu'on a de la connaissance de nos conditions initiales, donc avec des lois physiques très simples, à savoir la gravité, dans une limite newtonienne qui plus est, on arrive à former un univers filamentaire, avec au sein de ces filaments des halos, et les halos, et donc le gaz froid qui coule le long de ces filaments forme des disques galactiques, qui après vont se fragmenter pour former des petits nuages moléculaires turbulents, et c'est au sein de cette turbulence que les étoiles vont apparaître. Là encore, c'est la gravité qui joue son rôle, et ces étoiles vont mourir, vont briller d'abord. Les étoiles massives brillent d'un éclat bref mais intense, et ensuite elles explosent, et ces explosions ont un effet sur les échelles galactiques et vont modifier, comme je vous l'ai montré, de façon très efficace les propriétés de ces galaxies. Donc, comme je vous l'ai montré aussi, les algorithmes sont en amélioration constante. On s'adapte aussi en permanence aux nouvelles architectures. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est les GPU qui sont à la mode et qui permettent de faire ces simulations de grande taille. L'astronomie ou l'astrophysique numérique est
un champ d'investigation très excitant parce que l'univers est magnifique et essayer de le reproduire, c'est quelque chose de magnifique. Mais c'est aussi très intéressant d'utiliser cet angle-là pour mettre sous pression le calcul haute performance et le calcul scientifique et trouver des innovations toujours nouvelles. Voilà. Je vous remercie.